Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Notre sujet portera aujourd'hui sur la Pologne et ses multiples violations des traités européens, avec Monsieur Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours, et Monsieur Patrick Baleno, co-directeur fondateur de l'École de droit français de Łódź en 2003, chargé de sa gestion par le président de l'Université de Tours et aussi, surtout, consul honoraire de Pologne à Tours et en région Centre-Val de Loire. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on ne peut pas parler de la Pologne sans mieux la connaître. Monsieur Baleno, vous êtes consul honoraire donc, de la République de Pologne à Tours. Vous avez beaucoup travaillé avec les Polonais, vous revenez d'ailleurs de Pologne. Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'histoire de cette Pologne, s'il vous plaît ? Oui, on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on n'a pas quelques idées sur les fondamentaux de l'histoire polonaise, parce que les relations, d'abord, entre la France et la Pologne ont toujours été étroites, bonnes. Et je le rappelle, si vous voulez, la France et la Pologne ne se sont jamais fait la guerre. C'est vrai. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays européens. Tout à fait. Bon. Alors ici, en Touraine, on parle de Balzac et de Madame Anska, le grand amour de Balzac, si vous voulez. Bon, moi, je voudrais quand même citer, parmi les relations importantes, Raymond Coppa. Et on a oublié Henri Krasuki, qui était donc le leader de la CGT, le prince Poniatowski, on pourrait citer Roman Polanski, bien d'autres, je passe sur Georges Sand et Chopin, si vous voulez. J'écoutais, je lisais dans le JDD dimanche les mémoires de Kijman, grand avocat, et il est d'une famille de juifs polonais exilés, si vous voulez. Hein. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, la Pologne d'abord, en gros, 6e siècle, il y a eu un peuplement de Slaves qui s'appelle les Polones, et donc d'où le nom de Polonais. La date vraiment importante, c'est 966, c'est-à-dire 10e siècle, c'est la conversion de la Pologne au catholicisme. 10e siècle. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Et la grande époque de la Pologne, si vous voulez, c'est le 15e, 16e siècle. C'est le moment où la Pologne était liée par un traité de Lublin avec la Lituanie. C'était donc un territoire immense en Europe, si vous voulez. Et c'est la grande dynastie des Jagiellons, donc avec la capitale qui était Cracovie à l'époque, si vous voulez. Hein, et donc c'est l'âge d'or de la Pologne. Alors, ce qu'il faut bien noter, si vous voulez, un grand auteur qui s'appelle Alfred Jarry a écrit dans un de ses ouvrages « Je suis en Pologne, c'est-à-dire nulle part ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il a écrit ça à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire un moment où la Pologne n'existait plus. Je veux dire que ça, c'est un élément fondamental, si vous voulez, de 1795, c'est-à-dire le troisième partage de la Pologne, avec les amis autrichiens, russes et prussiens, si vous voulez. Hein, il y a eu le partage de la Pologne. Cracovie, par exemple, était dans l'Autriche-Hongrie, si vous voulez. Hein. Bon. Et donc, pendant tout le XIXe siècle, jusqu'en 1918, la Pologne n'existait plus. Ce n'était plus une nation. Elle était partagée, en fait. Elle était partagée, si vous voulez. Hein. Moi, ma famille en Pologne, qui est originaire de Łódź, ils étaient sous domination russe. Mon grand-père avait un passeport russe, si vous voulez. Hein. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il faut bien savoir. La Pologne a disparu de la carte, mais qu'est-ce qui a subsisté pendant cette période-là comme ferment de l'unité polonaise? C'est la religion catholique. C'était finalement ce qui a relié tous les Polonais entre eux, quelle que soit la nation dans laquelle ils étaient fondus. Oui, parce que de l'autre côté, il y avait les Russes orthodoxes. Ouais. Et donc, si vous voulez, la Pologne, c'est reconnu dans la souveraineté de la religion catholique. Donc, c'est un des points très, très importants qu'on retrouvera pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on retrouvera pendant la période communiste. Qu'est-ce qui est le ferment de la résistance en Pologne?
c'est la religion catholique, si vous voulez. Hein. Donc, la Pologne disparaît, elle renaît donc en 1918, renaît en 1918, si vous voulez. D'ailleurs, ces jours-ci, le président de la République a décidé d'un nouveau jour de fête nationale polonaise en mois de décembre, si vous voulez, pour commémorer la résistance polonaise entre 1914 et 1918 contre les Russes pour aboutir à la renaissance de la Pologne, si vous voulez. Hein. Donc voilà, alors, la disparition de la Pologne, ensuite, deuxième étape fondamentale, la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde a les références, malheureusement, si vous voulez, sur les crimes abominables qui ont été commis. J'en rappellerai un et j'en citerai un, parce que celui-là, dans la mémoire des Polonais, il est resté très fort, c'est Katyn. Katyn, c'est le massacre de l'élite intellectuelle polonaise, plus de 20 000 officiers qui étaient des avocats, des juges, des professeurs de droit et compagnie, si vous voulez, avec une balle dans la tête sur ordre de Staline, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est resté dans la mémoire, si vous voulez, des Polonais. Et puis ensuite, la troisième étape, le communisme. Et là, 1945, je voudrais raconter une petite anecdote, si vous voulez, à ce sujet, même si le temps tourne. En 1944, début 1945, les forces soviétiques viennent pour libérer la Pologne. Ils s'arrêtent sur la Vistule, qui est donc le fleuve qui traverse Varsovie, sur ordre de Staline, pour laisser aux Allemands qui étaient dans la ville le soin de liquider la résistance nationale polonaise, ce qui permet à Staline ensuite d'implanter sa résistance communiste à la place, si vous voulez. Donc ça aussi, les Polonais ne l'ont jamais oublié, si vous voulez. Hein. Donc voilà un peu, le communisme arrive, ils perdent une nouvelle fois leur souveraineté. J'insiste sur cet aspect, parce que le soulagement pour eux, à la chute du communisme, c'est de retrouver une souveraineté, une véritable souveraineté, ce qui explique sans doute une partie des problèmes actuels, si vous voulez. Nous y reviendrons après. Voilà des gens à qui on dit « vous n'avez plus de souveraineté, maintenant vous êtes souverain ». Ah, attention, vous êtes à nouveau soumis à des règles. La souveraineté, voilà, donc un petit peu de rappel, je ne sais pas si ça vous convient comme ça. Tout à fait, merci beaucoup, nous vous retrouvons après la virgule. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui de la Pologne et nous poursuivons sur l'histoire de ce pays avec monsieur Patrick Baleno, donc qui est notamment consul honoraire de Pologne à Tours et en région Centre-Val de Loire. Alors monsieur Baleno, vous êtes revenu un peu sur l'histoire mouvementée de cette Pologne. Donc du coup, la Pologne a aussi connu des régimes politiques successifs et très différents, je suppose, les uns des autres. Oui, puisque, si vous voulez, donc sous le régime communiste, on se souvient certainement des noms de Gomulka, Gierek, c'était le pacte de Varsovie. Hein, ce qui est intéressant, si vous voulez, à Varsovie, quand vous allez à la présidence de la République, c'est là où a été signé le traité du pacte de Varsovie, qui était une réponse à l'OTAN, au traité de l'Atlantique Nord. Donc le pacte de Varsovie, et dans ce même bâtiment, c'est là qu'en 1989-90, Solidarnosc a signé les accords permettant la transition, j'insiste, la transition sans épuration. Sans épuration. Si vous voulez. Et ce qui est un élément qui joue dans le débat actuel, si vous voulez, parce qu'il y a, entre les forces politiques en Pologne, si vous voulez, ce problème-là reste, si vous voulez, à savoir que, pour certains, il n'y aurait pas eu l'épuration nécessaire, si vous voulez, après 30 ans ou 40 ans de communisme. Donc, voilà, la situation actuelle après, il y a eu les premières élections libres en Pologne. Et ces élections libres, elles ont eu lieu en 89. Premières élections récent. Libres. Oui, c'est très récent. Nous, on donne des leçons, si vous voulez, mais 89, élections libres. Autre date importante, 99, l'adhésion à l'OTAN.
fondamentale pour les Polonais. Les Polonais veulent la protection américaine. Si vous voulez, hein, ça, c'est clair et c'est net, si vous voulez. Et puis, l'adhésion à l'Union européenne, 2004. Hein, il y avait dans un article du Figaro récemment, si vous voulez, j'ai oublié son nom, mais c'est un grand politologue qui vient de Roumanie, je crois. Et il fait des conférences à la Sorbonne en ce moment. Et il disait que la France aurait intérêt à se rapprocher de la Pologne sur le plan de la souveraineté militaire. Car s'il y a bien un pays dans l'Europe qui est partisan d'une indépendance militaire, d'une force militaire, c'est bien la Pologne, si vous voulez, maintenant que la Grande-Bretagne est hors de l'Union européenne, avec toujours le problème de la difficulté, c'est que les Polonais ne veulent pas se couper du bouclier américain, si vous voulez. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que la Pologne, c'est le pays qui consacre à sa défense un élément. Eux, ils respectent ce que voulaient Obama et Trump. Ils respectent l'engagement des crédits pour la défense, si vous voulez. Hein. Donc voilà un petit peu la situation actuelle. Donc la Pologne, c'est un pays qui se trouve donc vraiment au centre du continent européen, si on ne parle pas seulement de l'Union européenne, mais vraiment du continent européen. Alors ce qui fait peut-être une force pour la Pologne, parce qu'elle est au centre de tout ce qui se passe, mais aussi peut-être une faiblesse par moment. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ses relations avec ses voisins, qu'elles soient bonnes ou mauvaises peut-être? Oui, d'abord, si vous voulez, la Pologne, c'est la 7e puissance de l'Union européenne. Et c'est le 22e pays au niveau mondial. C'est pas rien. Ils ont d'ailleurs connu une croissance fulgurante ces 20 dernières années. Oui, et je dirais à mon collègue de droit public que dans la constitution polonaise, il y a l'obligation de respecter l'équilibre budgétaire. Hein, très important. Chose qu'on a voulu faire à plusieurs reprises en France, mais on n'y est jamais arrivé. La croissance économique est fulgurante. Elle a été, comme partout, un petit peu ralentie, si vous voulez. Bien sûr. Par l'épidémie. Mais ils n'ont pas connu la récession, d'ailleurs. Non. Donc, si vous voulez, vous avez une population jeune, dynamique. La transformation est visuelle quand vous arrivez à Varsovie, si vous voulez. Hein. Les voitures sont œuvre utilante. Ça marche très bien, si vous voulez. Donc, l'économie, c'est un point fort de la Pologne. 38 millions d'habitants. Alors, les relations avec les autres pays, bien sûr, ils ont créé entre eux le groupe de Visegrad, hein, c'est-à-dire l'alliance avec la Tchéquie, la Hongrie, la Slovénie, si vous voulez, les anciens pays communistes, si vous voulez. Et il ne faut pas oublier non plus le triangle de Weimar. Alors, le triangle de Weimar, c'est une alliance entre la Pologne, l'Allemagne et la France. Et ça, si vous voulez, ça fonctionne selon l'impulsion qui est donnée à un moment donné par un des trois pays, si vous voulez. On l'a connu notamment au niveau universitaire. Il y a des choses qui se font dans le cadre du triangle de Weimar. Puis après, en fonction de relations qui sont un peu bancales, ça s'arrête. Donc la Pologne, en ce moment, est partisan de relancer le triangle de Weimar. Il ne faut pas oublier qu'au niveau économique, la Pologne est très proche de l'Allemagne, hein, et que l'Allemagne exporte beaucoup en Pologne, beaucoup plus que la France. Hein. Même si la France est un grand pays investisseur, il y a plus de 220 000 salariés en Pologne qui dépendent de la France. Oui, effectivement. Quand vous débarquez, si vous voulez, moi à Łódź où je vais souvent, c'est Auchan, le Roi Merlin, la Régie Renault, Peugeot, et puis en parfumerie, vous retrouvez tout ce qu'on connaît en France, si vous voulez. L'importance finalement aussi de du marché intérieur pour la Pologne. Oui, très important. Bien sûr. Nous vous retrouvons après la virgule. Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Chaque semaine, Stéphanie Gallet réunit des passionnés de culture du réseau RCF et d'autres médias pour partager leurs découvertes et leur enthousiasme dans le domaine de la culture et de la création artistique. Effervescence, c'est ce samedi à 21h. Ce dimanche, vos oreilles vont vous faire remonter dans le temps. Dans Traits d'Histoire,
Éric Godaillé vous propose de revivre les grands moments historiques en immersion totale grâce à des illustrations sonores et des chansons d'époque. Trait d'histoire, c'est ce dimanche à 15h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous abordons aujourd'hui la question de la Pologne et l'Union européenne avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours, et monsieur Patrick Baleno, notamment consul honoraire de Pologne à Tours et en région Centre-Val de Loire. Donc, monsieur Baleno, nous étions en train de voir avec vous un petit peu les relations de la Pologne avec ses voisins, mais quid de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, qui s'est passée en 2004, vous nous l'avez rappelé. Qu'est-ce qui a changé ou pas aussi à ce moment-là? Bon, d'abord, si vous voulez, l'adhésion de la population polonaise à l'Union européenne reste très forte. Indépendamment des problèmes politico-juridiques, si vous voulez, oui. Il y a le sentiment toujours, il n'y a pas de volonté de sortir de l'Union européenne de la part de la majorité de la population polonaise, si vous voulez, qui a quand même vu tous les bienfaits et qui voit tous les bienfaits de l'Union européenne au niveau de son développement, si vous voulez. Hein. Les retards de la Pologne étaient, par exemple, liés aux infrastructures. Bon, maintenant, il y a des routes, et non seulement des routes, mais des autoroutes qui traversent la Pologne en tous les sens. Quand j'y étais, d'ailleurs, sur l'autoroute, il y avait plein de camions russes qui traversent la Pologne. Voilà. Donc, les infrastructures, par exemple, les bâtiments universitaires comme ceux de l'Université de Łódź ont été remis, enfin, ont été construits avec de l'argent de l'Union européenne, si vous voulez. On voit partout dans les trains, travaux réalisés avec les fonds de l'Union européenne. Donc, au niveau économique, si vous voulez, la Pologne ressent vivement. D'ailleurs, ça joue, je ne me rappelle plus, mais ça joue sur un pourcentage du PIB, si vous voulez, qui n'est pas négligeable. Dans le PIB polonais, qui progresse tous les ans de 3 ou 4%, ça a même été 6-7%, il y a, je crois, une part de 1 ou 1,5% qui vient de l'Union européenne. Donc, c'est pas négligeable. Donc, leur adhésion est fondamentale pour leur développement économique, mais aussi peut-être pour leurs droits, leur liberté, en parlant des citoyens. Oui, bien sûr. Bon, il y a, comme partout, il y a beaucoup d'organisations civiles, d'ONG civiles, et je pense en particulier, si vous voulez, pour les femmes. C'est un peu comme chez nous, il y a beaucoup d'associations qui défendent les droits des femmes, si vous voulez, ça existe en Pologne, il y a des manifestations. Voilà, donc globalement, si vous voulez, pour la population, l'adhésion à l'Union européenne, c'est une bonne chose. Après, les difficultés, c'est au niveau des gouvernements, si vous voulez, mais c'est pas au niveau de la population qui, elle, plutôt adhère, quoi. Oui, adhère. Et justement, alors, quel est le paysage politique actuel en Pologne et qui pourrait peut-être aussi expliquer, justement, ces problèmes actuels avec les traités européens? Oui. Le gouvernement au pouvoir, alors, on s'appelle le PiS, c'est le gouvernement conservateur, si vous voulez. Alors, le PiS... C'est Parti droit et justice. D'accord. En français, c'est droit et justice. Voilà. Donc, voilà. Et puis, de l'autre côté, c'est un parti plutôt libéral, si vous voulez, de l'opposition, qui était celui de l'ancien Premier ministre Donald Tusk. Président du Conseil européen. Président du Conseil européen, si vous voulez. Et je vous le dis pour la petite histoire, parce que je l'ai vu dans la revue de presse hier, il vient de perdre son permis de conduire pour dépassement de la limite de vitesse autorisée. Ça rigole comme quoi, pas. Ça arrive à tout le monde. Mais j'indiquerai, si vous voulez, alors là, lui, c'était pour la vitesse, mais... et je l'ai constaté, en Pologne, l'alcoolémie, tolérance, c'est 0. Ouais. C'est-à-dire que mes collègues, quand je les invite à dîner, ils boivent de l'eau ou ils prennent un taxi. Ouais. Là, c'est réglé, si vous voulez. Donc, vous avez ce grand parti. Le parti qui a disparu, c'est le Parti socialiste en Pologne. Du fait de l'histoire, peut-être, non? Oui, et puis du fait de... après la chute du communisme, si vous voulez... Bon, alors il y a eu des transfuges du Parti socialiste qui se sont mis dans d'autres partis, si vous voulez. Mais en tant que tel, c'est plus une force, si vous voulez. Il y a toujours eu en Pologne un pays des agriculteurs aussi. Pays
Voilà. Mais les deux grandes forces, si vous voulez, moi je regarde les sondages qui paraissent en Pologne, c'est le gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement de M. Kaczynski, si vous voulez, hein, et puis de l'autre côté, la force libérale. Bon, Donald Tusk était un de ses leaders, mais maintenant on pense surtout au nouveau maire de Varsovie, si vous voulez, hein, qui a été élu brillamment à la mairie de Varsovie, et donc qui se voit lui aussi peut-être un destin national, si vous voulez. Et donc justement, est-ce que ça peut expliquer un petit peu les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, le fait que ce soit le parti plutôt conservateur, peut-être, qui soit au pouvoir? Oui, il n'a pas les mêmes positions, bien sûr, sur ces questions-là que le Parti libéral. Mais et ça les Polonais, je crois, l'ont bien compris, si vous voulez, l'ont bien analysé. Ce qu'on a reproché peut-être aussi à la majorité libérale après la chute du communisme, c'est d'avoir été un peu trop loin dans le libéralisme. Peut-être trop vite aussi. Trop vite et trop loin, si vous voulez. Hein. Alors que le gouvernement actuel a mis en place une politique sociale. C'est le gouvernement actuel qui donne une somme, si vous voulez, pour les enfants supplémentaires dans les familles, qui a baissé l'âge de la retraite, si vous voulez. Et tout ça, ça compte énormément dans l'opinion publique, bien sûr, si vous voulez. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Donc le gouvernement actuel a le soutien aussi de la population du fait de ces, bien sûr... pour l'instant, il a gagné les élections législatives. Et légalement, bien entendu. Oui. C'est un pays libéré. Bon, nous nous retrouvons après la virgule. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire et Centre Europe Direct. Et aujourd'hui, notre sujet est la Pologne. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Monsieur Monjal. Nous avons vu un petit peu l'histoire de la Pologne. Nous avons appris à mieux connaître ce pays. Suite au non-respect des traités européens par la Pologne, notamment sur la question de l'état de droit, l'Union européenne a appliqué notamment des sanctions. Quelles sont ces sanctions qui ont été appliquées ? Juste avant de vous répondre, d'abord dire le grand plaisir que j'ai à retrouver mon collègue, qui a été mon professeur d'ailleurs, Patrick Baleno, et en particulier en droit budgétaire en 5e année. Donc j'ai bien aimé votre petite allusion tout à l'heure sur l'équilibre budgétaire. La deuxième, il se trouve que mon épouse est d'origine polonaise. Donc et voilà. Sa grand-mère s'appelait Genevieva Siermińska et de la région de Krosno, donc plutôt dans le sud-est de la Pologne. Moi, c'est Świdzinski. Il se trouve que moi aussi, j'ai des origines polonaises, voilà, d'ailleurs. C'est assez Comme que la Pologne est en force ici. Mais bien entendu, c'est assez formidable. Alors, je connais un peu la Pologne, pas autant que professeur Baleno, mais j'y suis allé à 3 reprises et sur des temps assez longues distances. Première fois en 2021, j'ai découvert le pays. En 2001, je découvrais le pays. Et puis ensuite, 10 ans et 12 ans plus tard, ce pays s'est radicalement transformé. Ce que vous dites est tout à fait exact. Et encore, je ne suis pas retourné récemment sur les infrastructures routières, aéroportuaires, les grandes surfaces, les grandes enseignes. Oui, là, il y a eu une transformation absolument extraordinaire, mais qui, je crois, avec une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais a été le cas aussi pour l'Espagne et le Portugal lors de leur adhésion à l'UE, ou même le Royaume-Uni et l'Irlande dans les années 70. Dernière remarque, et je réponds évidemment à votre question, ce qu'a dit le professeur Baleno à l'instant me semble absolument déterminant et particulièrement éclairant sur les éléments historiques. Et ce que je déplore, ce que je regrette, que ce soit dans le traitement médiatique, le traitement politique, ou même d'ailleurs, et là je fais presque amende honorable, bon, avec une certaine mesure, dans une certaine mesure quand même, au niveau universitaire, quand on enseigne le droit de l'Union européenne, on va rester sur nos normes, sur nos principes, sur nos traités, sur nos règles, mais sauf que ce droit européen s'applique à des États souverains qui ont une histoire, et ce qui a été très très brillamment présenté synthétiquement juste avant, montre sans doute, explique sans doute très profondément des prises de position, alors que nous, on peut en France très confortablement regarder et juger
parfois avec une très très grande sévérité, mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier notre histoire européenne et l'histoire de nos pays, ce qui constitue des éléments d'explication, pas nécessairement d'excuses ou de justification, parce que là les sujets sont évidemment importants. Voilà, c'était la petite parenthèse que parce qu'un je pays, voulais lorsqu'il adhère quand même à l'Union européenne, il adhère aussi aux traités. Il ratifie des traités. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté, c'est toute la question. Parce qu'en 2004, en effet, lorsque la Pologne adhère à l'Union européenne, elle conclut un traité, elle ratifie un traité. Donc ratifier, ça veut dire s'engager à. Et s'engage à quoi? S'engage à respecter les valeurs de l'Union européenne, le fameux article 2 dont on parle très souvent, dans lequel figure la démocratie, l'état de droit, la protection des minorités, ce qui ne sont pas des sujets minces, bien entendu. Mais je crois que tout le sujet actuellement se focalise là-dessus, c'est que chaque État a peut-être sa propre lecture, a peut-être sa propre conception, d'abord de ses valeurs, d'une part, et c'est le sujet, et d'autre part, de la manière dont on va rappeler ces États membres à respecter ces valeurs dans l'hypothèse où ils ne le feraient pas. Et c'est ce qui concerne justement la Pologne. Et donc, du coup, pour répondre un peu à ma première question, non, je vous en prie, c'était très intéressant. Justement, l'Union européenne a entamé donc des sanctions contre la Pologne. Et quelles sont donc ces sanctions? Voilà. Alors, en réalité, il y a une double sanction, dont une, je dirais, mobilise un petit peu plus l'actualité, et l'autre est un petit peu oubliée. D'abord parce qu'elle est un petit peu ancienne, toute relativement parlant, et surtout qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la procédure. Alors je vais faire un peu de droit, mais on a deux articles, et tout d'abord l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui permet au fond au Conseil, c'est-à-dire aux États membres, le cas échéant, de suspendre la participation, notamment de la Pologne, au Conseil des ministres précisément. Et cette procédure a été initiée par la Commission le 20 décembre 2017, mais on s'est arrêté là. C'est-à-dire que la Commission estime que la Pologne constitue un risque de menace grave, un risque de violation aux valeurs de l'UE et en particulier à l'état de droit. Y aura-t-il une sanction au niveau politique? Je ne le pense pas. Les États doivent statuer à l'unanimité, moins la Pologne. Cette unanimité est absolument impossible à constituer. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous continuons sur la Pologne et sa violation des traités européens avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours, et Monsieur Patrick Baleno, notamment consul honoraire de Pologne à Tours et en région Centre-Val de Loire. Monsieur Baleno, je crois que vous vouliez rajouter un petit quelque chose par rapport à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne? Oui, dire que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Pierre-Yves Monjal sur l'aspect psychologique du dossier. Fondamental. Effectivement, qu'on évacue, nous, dans les tribunes, sur les chaînes d'information continue, on n'a pas le temps de parler de ça. Mais moi, le souvenir, je ne sais pas si c'est une anecdote, si vous voulez, on se souvient que Giscard d'Estaing avait dit il faut faire entrer la Grèce parce qu'on ne peut pas éviter de saluer le pays fondateur de la démocratie. En ce qui concerne les pays de l'Est, si vous voulez, d'après la petite histoire, c'est dans un ascenseur, dans un grand hôtel, que Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont tapés la main en disant « Allez hop, on élargit !» Voilà, c'est parti, comme ça. Ouais, sans forcément réfléchir. Voilà, on chope aussi, la bière, 2 bocs de bière, les deux étaient... et puis on élargit. Bon, voilà. Et donc ça nous amène ensuite à des petits problèmes. Ah oui, des petits problèmes, oui. Nous allons donc reprendre Monsieur Monjal avec des petits soucis et les sanctions. Donc, voilà. Donc il y a un premier type de sanction que j'évoquais à l'instant, qui est une sanction politique et une sanction qui consiste à suspendre la participation du représentant de la Pologne, disons-le ainsi, au Conseil, qui est quand même le décideur dans l'Union européenne. Bon. Et puis, c'est surtout ça ce qui fait actuellement l'actualité. Nous avons une autre procédure de sanction qu'on appelle le recours en manquement ou la sanction en constatation de manquement, sur l'article 258 notamment du traité, qui est une procédure qui est initiée par la Commission
lorsqu'elle suspecte, lorsqu'elle estime qu'un État porte atteinte aux droits de l'Union européenne. Bon. Et en ce qui concerne la Pologne, la Commission s'est émue, mais d'ailleurs dans le prolongement de la procédure qu'elle avait lancée sur le fondement de l'article 7, de l'organisation judiciaire, juridictionnelle de la Pologne, les conditions de nomination des juges, l'absence, selon la Commission, d'indépendance, puisque ce sont des proches de l'exécutif. Suspecter également le président ou le Premier ministre, le pouvoir exécutif en tout cas, de pouvoir nommer ou forcer à la démission certains juges qui politiquement ne correspondraient pas à la couleur politique de l'exécutif. Et tout cela combiné a conduit la Commission à saisir la Cour de justice, qui va rendre une décision, alors plusieurs décisions à vrai dire, mais une qui est assez récente, celle du 14 juillet 2021, où très clairement la Cour de justice constate que la Pologne manque à ses obligations, c'est-à-dire que son organisation judiciaire, juridictionnelle, en tant que la séparation des pouvoirs n'est pas garantie, en tant que l'indépendance des juges n'est pas garantie, constitue une violation de cette fameuse notion d'état de droit, telle qu'elle figure à l'article 2 du traité au titre des valeurs, puisque pour la Commission, la Cour de justice, et je crois que fondamentalement c'est quelque chose d'absolument fondamental, un état de droit se caractérise aussi par une séparation, et en particulier assez stricte, entre le juge, le judiciaire, et l'exécutif. Alors les choses sont allées assez loin, puisqu'il y a une quinzaine de jours, je n'ai plus la date très précise en tête, les choses sont allées assez loin, puisque la Cour de justice a condamné la Pologne à verser par jour 1 million d'euros. Alors ça s'appelle une astreinte, 1 million d'euros par jour de retard, et tout le temps qu'il faudra nécessaire pour que la Pologne remette de l'ordre dans son système juridictionnel. Bon. Donc c'est ça les sanctions, d'abord judiciaires, juridictionnelles. Entre-temps, et ça a été la grande affaire du début du mois d'octobre, le 7 octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais a rendu une décision qui a créé un petit peu l'effroi dans ce petit milieu feutré des européanistes, des unionistes, puisque sur le même sujet, à la demande, à la requête du Premier ministre, sur le point de savoir au fond si l'Union européenne, les traités, la Commission, la Cour de justice peuvent sanctionner la Pologne sur notre sujet. En clair, si les traités s'imposent à la Pologne, le tribunal constitutionnel va estimer que la Constitution prime le droit de l'Union européenne, prime le traité, et estime que la question de l'organisation judiciaire polonaise est un problème purement interne, purement constitutionnel, domaine dans lequel, en aucune manière, l'Union européenne ne pourrait intervenir. C'est un élément de souveraineté. Alors l'expression latine qui a été un petit peu exhumée, parce qu'on la connaît, mais elle revient assez rarement sur ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle l'ultra vires. C'est le fait pour une institution, l'Union européenne ou la Cour de justice, de décider de statuer au-delà de ses attributions, au-delà de ses incompétences, au-delà de ses compétences. Alors, pourquoi j'ai dit incompétence ? Parce que la Pologne explique que, justement, l'Union européenne n'est pas compétente, la Cour de justice est incompétente pour donner des leçons de droit constitutionnel à l'Union européenne. Voilà les éléments juridiques que l'on peut déjà exposer sur un premier type de sanction. Il y en a d'autres derrière. Monsieur Baleineau ? Oui, si vous voulez, j'entends tout ce qui vient d'être dit sur le plan juridique. Je voudrais donner un élément qui ne remet pas ce que vous venez de dire. Mais par exemple, on fait le reproche au tribunal constitutionnel polonais d'être pas forcément indépendant. Mais n'oublions pas que des reproches équivalents peuvent être faits au Conseil constitutionnel français. J'allais vous le dire. Parce que, si vous voulez... C'est mon grand cheval de bataille. Voilà, si vous voulez.
moi qui connais en particulier une ancienne juge du tribunal constitutionnel polonais, elle a été recrutée par un vote du Parlement sur ses qualités juridiques. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle est professeure de droit ou parce qu'elle est magistrat ou parce qu'il est ancien magistrat, voilà, et qu'il a une réputation juridique qu'on le recrute. Donc c'est pas systématique en fait. Non, vous savez comme moi en France que le Conseil constitutionnel, c'est une sortie d'une carrière politique dans laquelle, c'est le cas actuellement, un ancien Premier ministre qui n'a pas pu être président de la République se retrouve... Fabius. Fabius, Premier ministre, oui, et puis Jospin. Et Jospin, et Juppé, si vous voulez. Donc ce sont des hommes politiques, et je veux dire une chose sur le plan juridique, qui sont amenés parfois à porter une décision sur une loi qu'ils ont fait voter eux-mêmes. Je fais travailler mes étudiants là-dessus en ce moment. Vous comprenez ? Alors justement, la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier pour 6 mois. Elle va devoir travailler sur cette question de la Pologne. Comment va-t-elle peut-être justement... Les éléments du dossier sont là, ils sont terriblement complexes pour le Conseil constitutionnel. Je suis 1000 fois d'accord avec vous, vous avez tout à fait raison. La France donne des leçons d'état de droit. Bon, soyons sérieux. Et on pourrait parler de l'indépendance du parquet. Oui, m'en parlez pas, la Cour de justice a fait nous condamner à cause de ça. Mais bon. On va éviter de rentrer dans nos passions juridiques, mais c'est tellement tentant. Oui, la France va assurer la présidence du Conseil des ministres de l'UE à partir du 1er janvier pendant 6 mois, dans un contexte particulier. Entre-temps, il y aura quand même une présidentielle. Ça s'est passé en 95 d'ailleurs. La France avait assuré la présidence française et c'était Jacques Chirac qui était président et qui a été réélu pendant la présidence française. Je me suis souvenu de ça un peu accidentellement, mais là ça prend une acuité toute particulière. Oui, très clairement pour la France, c'est un sujet extrêmement délicat. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas un bon sujet cette affaire polonaise. Bon, avec toutes les justifications que l'on peut trouver, c'est très problématique, en effet, que l'on puisse suspecter des membres de l'UE et pas n'importe lequel, la Pologne, encore une fois, d'avoir un système judiciaire qui ne serait pas conforme, avec des gros guillemets, à l'idée qu'on se fait de la justice, dans une union d'États qui est pétrie de valeurs communes. Ça c'est une vraie difficulté. Bien. Il y a une autre difficulté qui est toute financière, celle-ci, parce que la Commission européenne, un certain nombre d'États européens, notamment du Nord, les Pays-Bas par exemple, sont vent debout contre la Pologne, alors sans doute pour des motifs historiques, sans doute pour des motifs économiques et politiques divers. Or, ce qui se joue pour les États européens d'abord, et la Pologne en particulier, c'est le fameux plan de relance de quelques 800 milliards d'euros de fonds européens qui doivent être distribués aux différents États. La Pologne attend pas moins de 26 milliards d'euros au titre du plan de relance et à peu près une vingtaine de milliards d'euros, sinon c'est pas 25 milliards d'euros, au titre des fonds structurels. Donc FEDER, FSE, les fonds européens, habituels entre guillemets. Habituels exactement, fléchés pour le développement économique régional notamment. Donc pas moins de 50 milliards. Et la question de savoir si ces fonds vont être versés, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité. Il y a un règlement qui a été adopté, qui est devant la Cour en ce moment, qui a été attaqué par la Pologne. La conditionnalité, c'est quoi? C'est les États, chers amis, vous avez l'argent à la condition que vous respectez notamment les valeurs de l'UE. Et là, la Pologne est dans une impasse, et là, pour l'instant, ces fonds sont bloqués. Bien. Donc l'enjeu pour la présidence française, qui, je pense, ne souhaite pas que cette sanction financière soit appliquée, qui, je pense, ne souhaite pas qu'en réalité on pénalise, non pas le gouvernement, sans doute le gouvernement, plutôt les citoyens. Mais bien entendu, les citoyens, les entreprises. Le professeur Baleineau expliquait très bien le développement économique du pays. Il est lié à quoi? Il est lié à ça, tout de même. Bon, les effets leviers des fonds européens, on les connaît. Bon. Et je pense également que l'Allemagne ne souhaite pas non plus que son grand partenaire, qui est juste à côté, subissent de telles sanctions. Donc la grande difficulté pour la présidence française, ça va être d'établir des éléments de discours, de trouver un positionnement politique qui, à la fois,
ne devra pas faire fi des règles de droit, parce qu'encore une fois, le sujet est très important, tout en étant, je dirais, dans une optique très réaliste, parce que on sait ce que ça veut dire mettre sur le banc un État dans notre histoire européenne. Hein. On a vu, alors, les analogies à ce qu'elles valent, évidemment, mais l'Allemagne mise au banc de l'Europe en 14, enfin 18 plus précisément, on voit ce que cela peut faire. Il ne faut pas rentrer dans des extravagances de ce type, mais sans doute que de punir la Pologne ne ferait qu'aggraver, je crois, terriblement le sentiment de vexation, d'injustice peut-être tout simplement. Alors, là où la Pologne ne cesse de nous surprendre, c'est qu'hier, elle a adopté, le tribunal constitutionnel polonais a adopté un arrêt expliquant que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois-ci, n'étaient pas opposables à la Constitution sur le même sujet. Donc il y a une cohérence, si vous voulez, sur le même sujet. Bon, donc c'est vrai que la Pologne met la barre très haut en termes d'opposition, sans doute, moi je le pense, sans doute discutable, très clairement, mais la présidence française va devoir jouer subtil, très fin, et ce qui nous renvoie tout simplement à ce qu'est l'Union européenne, c'est un compromis permanent. Si on pouvait dire que la nation c'est un référendum de tous les jours, je ne sais plus comment Ernest Renan expliquait la nation plus précisément, un plébiscite de tous les jours, l'Union européenne, ce sont des négociations et des compromis de tous les jours, et qui sont complexes à mettre en œuvre. Donc nos chefs de gouvernement et nos dirigeants marcheront bien sûr sur des œufs les 6 prochains mois. Merci beaucoup Monsieur Baleineau, merci Monsieur Monjal. Merci. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre Europe Direct. À bientôt.